un détecteur à diode, et on vient mettre un voltmètre, un bar graphe à LED, qui va afficher la hauteur, le niveau reçu. Et donc si jamais j'ai une tonalité qui passe dans le filtre, j'ai beaucoup d'énergie, boum, ça monte. Ça c'est le spectre. Donc vous pouvez imaginer la FFT comme étant, enfin la transformée de Fourier, pardon, c'est pas encore la FFT, la transformée de Fourier, vous pouvez imaginer que c'est un ensemble de filtres qui vont permettre de choisir des sous-bandes. Donc on va décomposer en fréquences élémentaires, et on va venir afficher dans le spectre des valeurs, des puissances dans ces différentes bandes. Donc en fait, il y a un truc qui s'appelle la transformée de Fourier rapide, FFT, Fast Fourier Transform, qui est une transformée de Fourier, comme son nom l'indique, rapide. Ok, certes. Je vais en parler après. Donc cette transformée de Fourier rapide, qu'elle soit rapide ou pas, c'est une transformée de Fourier dont son boulot, c'est de passer de données temporelles, donc des échantillons successifs, à une représentation fréquentielle. Donc en fréquence, en sortie, pardon, on a l'amplitude dans chaque fréquence. D'accord ? Et ce qu'on cherche à faire, c'est le faire vite. Donc on veut, enfin, c'est pour ça qu'elle s'appelle fast, c'est-à-dire qu'on fasse le calcul suffisamment vite pour que le PC passe pas 100% de son temps à vous afficher un beau waterfall. Alors, cette fameuse transformée Fourier rapide, c'est en fait un calcul qui a été optimisé pour réduire le nombre d'opérations qu'il faut pour faire cette décomposition. Je ne vais pas détailler le calcul en lui-même, simplement vous donner un ordre de grandeur pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente. Donc il y a une formule magique qui dit ici, n log de n, il faut en gros n log de n multiplication pour faire la décomposition. Ok, soit. Concrètement, je prends un exemple. J'ai 2 mégas de bande, exemple PSDR. Je veux 1024 fréquences, donc je divise par 1024. Donc 2 mégas divisé par 1024, c'est pas très élevé comme résolution. Il me faut 10 240 multiplications. Okay. Soit. Bon, si je passe à 4096, il m'en faut 5700. Ok. 57 000, pardon. Je descends. Donc pour avoir une résolution de 400 Hz, enfin 500 Hz sur mon waterfall, ce qui n'est pas terrible, hein, un QSO en C double, on ne le voit pas là, hein, il me faut, pour 57 344 multiplications, j'ai 400 Hz, 488 Hz. Bon, jusque-là, vous dites, ouais, ok, d'accord. Ok. Donc, pour l'instant, on garde ça sous le coude. Donc notre machin qui fait les FFT, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il reçoit des blocs. Donc, le flux continu qui arrive de la clé, il prend un bloc, une période d'observation. Donc je fais l'hypothèse que mon signal est périodique. C'est une question qui a été posée ce matin. Et je prends un bloc, et ce bloc-là, je calcule la FFT, et puis je vais afficher à l'écran le spectre. D'accord? Alors, il y a quand même un petit problème, c'est que comme le signal n'est pas périodique, puisque j'ai coupé un sous-bloc, en fait, ça pose un souci. Alors, quel est le souci? Je prends mon signal sinusoïdal, ici, et je dis, finalement, en dehors, avant et après, c'est périodique. C'est pareil. Je fais l'hypothèse que c'est pareil. Mais j'en sais rien. Hein, j'ai observé une seconde, ce qui s'est passé avant et après, j'en ai aucune idée. Donc en fait, quand je fais le calcul de la transformée de Fourier, ce que j'obtiens, c'est un truc comme ça. On voit qu'il y a des petits gris autour. C'est pas un pic parfait. J'ai inséré un signal parfaitement sinusoïdal, j'ai qu'une seule fréquence. Or, si on zoomait, je ne l'ai pas fait, mais si on zoome, on verrait apparaître ici une espèce de plancher de bruit. Je dis, mince, j'ai du bruit dans mon machin. Non, non, j'ai pas de bruit. C'est juste que j'ai fait l'hypothèse que le signal était périodique, donc que j'ai observé tout pendant mon temps d'observation. Il ne se passe rien en dehors de ce que j'ai observé, mais j'en sais rien. Donc le calcul ne marche pas. En revanche, si je dis avant et après c'est 0, donc en gros il ne s'est rien passé depuis l'origine de l'univers jusqu'à la fin de l'univers, sauf la période que j'ai regardée. Là j'ai un truc parfait. Donc l'astuce, c'est de faire ce qu'on appelle une fenêtre. En gros on dit, je m'en fous de ce qui s'est passé avant et après, je force à 0. Mais si je faisais ça, ça veut dire que j'aurais 0, poum, mon signal est 0. Ce qui va provoquer une discontinuité. Et donc ça va générer des alias, des cochonneries. Donc l'idée c'est qu'on va progressivement faire monter le signal de 0 à sa valeur. On applique un espèce de lissage qui va faire qu'on va réduire. Vous voyez qu'en réduisant en passant de 0 à la vraie valeur, on va réduire la largeur de pied. Donc si vous avez déjà regardé dans les menus bizarroïdes d'HDSDR, vous avez fenêtre, Hamming, machin, truc, des noms bizarroïdes. Ces fenêtres correspondent à la forme de ce truc-là. Et en gros, plus le signal, plus on fait l'hypothèse qu'il est à 0 ailleurs, en gros, plus on essaie d'y aller doucement, plus c'est lisse, pardon, plus c'est lisse, et plus le pic apparaît comme étant bien détaché du reste. Donc sans fenêtrage, si vous désactivez les fenêtres dans HDSDR, donc dans les menus cachés, ça s'appelle fenêtre, alors il y a Hamming, je sais, Parlette, des noms bizarres, vous n'avez jamais entendu parler. En fait, ça change ça.
Donc un signal qui est en télégraphie, qui serait super propre, vous voyez apparaître du bruit autour, et c'est pas du bruit de mauvaise qualité de l'émetteur, c'est la transformée de Fourier qui vous joue des pièges. Parce qu'elle fait l'hypothèse que le signal est périodique. Oui. En pratique, on dirait. Si, je te ferai une démo. Si. J'ai jamais vu faire. Mais ça dépend du signal. Est-ce que c'est le signal d'entrée? Parce que tu utilises une clé SDR pourrie. Non, j'exagère. Non, mais en fait, il faut que ce bruit-là, si ton système d'échantillonnage en lui-même a un bruit supérieur à ce que tu obtiens, tu ne vois pas la différence. Je suis d'accord. Ouais, je suis mal placé. Non, mais on montrera après. En fait, l'idée, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ces histoires de fenêtres, on force le signal à zéro. On dit au système, en gros, au calcul, t'embête pas à faire des hypothèses sur ce qui s'est passé avant ou après, il n'y avait rien. L'univers n'existait pas, sauf au moment où j'ai fait la mesure. Voilà, donc tout va bien. Donc c'est ce qu'on appelle le fenêtrage. Donc concrètement, ce que fait HDSDR par exemple, il prend le signal d'entrée, il fait des morceaux. Donc vous avez votre signal, la fenêtre c'est ça. Donc le nom de la fenêtre, Barlet, Anning, machin, change le profil de ce truc-là. On fait la multiplication des deux, on a un bloc. Donc comme avant il y a 0 et après il y a 0, on peut faire la FFT, ça marche. Donc, signal il rentre, on coupe un bloc, ce bloc on fait une fenêtre, okay, on arrondit les angles, on fait la transformée de Fourier et on affiche. Donc on obtient ce truc-là. Voilà un waterfall. Le temps il est vertical, et donc simplement, ce que vous voyez, c'est simplement un empilage de ces calculs. Okay, et on vient associer une couleur à la hauteur qui est là. D'accord? Donc simplement retenez que votre signal il rentre, on en fait des bouts. Ces bouts, on applique le calcul qui s'appelle la transformée de Fourier. Ça permet de calculer une amplitude, donc la décomposition en fréquence, les fameuses fondamentales qui sont dedans. Et après, on va affecter une couleur en fonction de la hauteur et on fait ce truc-là. On fait une image. Donc vous voyez qu'on a fait des hypothèses avant qui étaient que le signal était périodique, que machin, qu'on avait échantillonné à la bonne vitesse. Donc si on voit des trucs bizarres, il ne faut pas forcément mettre en doute qu'il y a un bug dans l'ordinateur. Il peut aussi y avoir un bug de mesure et qu'on n'a pas respecté les règles pour lesquelles le calcul s'applique. Ok? Donc voilà ce qui se passe dans un FFT transformé de Fourier, enfin dans un spectrogramme. Vous prenez un bloc, FFT, j'affiche, bloc suivant, FFT, j'affiche, bloc suivant, et on le fait à l'infini. C'est ça en permanence. Finalement, c'est pas compliqué. Alors, en fait, le problème, c'est combien. Tout à l'heure, j'ai dit pour faire 400 Hz de résolution, il me faut 57 000 opérations. On a vu que 400 Hz, c'est pas terrible. On voudrait beaucoup plus. Donc là, j'ai tracé, en fonction du nombre de... Alors, là, donc si la FFT fait 10 000 points, c'est 2 puissance 12, 14, 16, combien ça représente de multiplication? Donc concrètement, si je veux faire 30 Hz dans 2 mégas de bande, donc si je voulais avoir la résolution de la télégraphie sur une clé SDR, ça représente plus d'1 million de multiplications. Vous en foutez, vous avez un super Pentium i7, machin, 8 cœurs, tout neuf. Donc il faut bien qu'il serve à quelque chose. Bon, maintenant je mets une AirSpy avec 10 mégas de bande. On va voir que ça commence à coincer là. Il y a un problème. Alors, vous allez voir ce qu'il va y avoir comme problème après. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est enfin j'en reparlerai un petit peu, c'est que le processeur n'arrive plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez bouffer 100% du processeur juste pour faire de la FFT. Et vous n'avez pas démodulé sur le signal encore. Ok? Donc, ça veut dire que mettre une super haute résolution avec un PC ancien, ça ne marche pas. Donc vous voyez qu'on est en train de dire que finalement, les vieux PC, que finalement le PC, c'est pas un truc à négliger. Donc on peut acheter des clés à $20. En effet. Il y a un bug? Non, continue. Ok. D'accord. Donc bon, pour l'instant, je vous ai parlé du waterfall. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse, c'est d'écouter une sous-bande. Donc pour écouter une sous-bande, dans un récepteur analogique, voilà comment on fait. On a un VFO, on a le signal qui rentre, on a un VFO, on fait du mixage, on démodule. Ça, ok, ça c'est classique. Donc la fréquence que vous voulez écouter, vous faites changer la fréquence du VFO. Donc en fait, un récepteur numérique, il doit faire la même chose. Vous recevez 2 mégas de bande, et vous, c'est pas 2 mégas que vous voulez, c'est 3 kHz. C'est le QSO en CW, le QSO en SSB. Donc il faut extraire 3 kg dans les 2 mégas. Donc c'est ça dont on va parler. Donc en analogique, on prend un VFO, on a un filtre ici à quartz ou ce que vous voulez, et puis on envoie dans l'audio. Donc première chose qu'il faut, c'est un VFO. Bon, un VFO, c'est des sinus et des cosinus. Bon, bah ça c'est facile, on sait le faire. Donc on calcule sinus et cosinus, et tout va bien, on fait notre machin. Je ne m'étale pas là-dessus pour l'instant. Ensuite, il va falloir faire le mixage. Le mixage, ça veut dire multiplier le signal qui arrive du VFO, donc nos sinus et nos cosinus, avec le signal qui rentre. Vous avez remarqué que sur les schémas, le mélangeur, on le représentait par un multiplié. Parce qu'en fait, on fait une multiplication. Je ne détaillerai pas. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger. Donc ça, c'est les échantillons qui rentrent, qui arrivent du SDR, nos I et nos Q. Ça, c'est ce qui arrive du signal qu'on génère. On fait la multiplication et donc on obtient le résultat. On a le signal décalé. Donc c'est juste une multiplication.
Ok, je continue. Maintenant, il faut qu'on enlève les signaux qui ne nous intéressent pas, qu'on fasse un filtre passe-bas. D'accord? Donc en analogique, on fait un filtre, on a des filtres qui permettent de... Un filtre à quartz, un filtre à transfo, un machin, qui permet de filtrer. Donc il faut, donc l'exemple ici, c'est un gabarit de filtre super étroit, je veux 3 kHz dans 2 mégas. Okay, donc en dehors, j'ai rien. Donc j'ai un truc qui a été vu partout, sauf la bande qui m'intéresse. Okay, un filtre en analogique, ici. Donc vous connaissez le vieux truc, c'est plus c'est long, plus c'est bon. Sous-entendu, pour que ça filtre bien, il faut beaucoup de cuivre. Il faut beaucoup de condos, beaucoup de self. Hein, 12 dB par décal, enfin X dB par étage. Donc il va falloir, dans un filtre analogique, si je voulais avoir une pente comme celle qui est ici, si vous avez déjà fait des filtres à cavité ou des machins, vous savez bien qu'il faut mettre les moyens. Bon, ben, la question c'est en analogique, on sait que c'est un filtre très sélectif, ça veut dire beaucoup de composants, pour faire court. En numérique, comment on ferait? Ben, en numérique, on va faire une opération qui s'appelle la FIR, alors qui va être simplement de répéter un calcul. Donc vous allez voir après ce que ça représente. Donc l'exemple concret de la FIR, c'est j'ai un filtre, donc en gros j'ai mon signal qui rentre, je vais faire une opération de calcul qui est un filtre passe-bas, d'accord? Et donc pour chaque échantillon qui rentre, je fais une opération magique, je ne vais pas détailler, qui permet de retrouver le signal. Donc j'ai un petit exemple après. Donc on voit que là on est en train de faire plein de multiplications. Souvenez-vous que ce qui coûte le plus cher dans un ordinateur, c'est la multiplication. C'est un calcul compliqué. Ça paraît pas, mais malheureusement c'est un truc compliqué. Alors, je prends un exemple très simple de FIR, c'est la moyenne glissante, que tout le monde connaît, entre guillemets. L'idée c'est de dire je fais la moyenne des 3 dernières valeurs. Donc ça c'est ce qui rentre. On imagine que ça c'est ce qui arrive de la clé SDR. IQ. Je fais des moyennes, je prends 3 valeurs, je divise la somme par 3, et puis je me décale, et ainsi de suite. Et en fait ça fait un filtre passe-bas. Vous voyez en bleu le signal qui rentre, et en rouge le résultat du calcul. Vous avez fait un filtre passe-bas avec 3 coefficients. Donc une moyenne glissante, c'est un moyen de faire un filtre passe-bas. D'accord? C'est simplement ce truc-là. En fait, on voit bien qu'une moyenne, c'est qu'on enlève les écarts bizarres. Donc moyenner, comme son nom l'indique, c'est lisser. Le lissage, c'est un filtre passe-bas. Donc ici, il me faut 2 additions et une multiplication. Ouais, ok. D'accord. Donc la bonne question, c'est si je reviens sur mon problème de tout à l'heure, qui est ici, combien il me faut de coefficients? C'est-à-dire, en gros, quelle est la longueur de ce machin-là? Combien de calculs il me faut? Et ben, on se rend compte que pour prendre 3 kHz de bande dans 2 mégas, il me faut 5000 coefficients. Ouais, ça vous paraît beaucoup, mais vous dites, et pourquoi pas 6000 et pourquoi pas 100 en fait? So what? Alors le so what, il va arriver tout de suite. Donc j'ai dit qu'il me faut 5000 coefficients. Donc je rentre 2 millions d'échantillons par seconde, et il faut que je fasse 5000 calculs par échantillon. 20,2 milliards de multiplications par seconde. Oui. On appelle ça des flops. Floating point opération par seconde. Donc pour avoir que 50 dB de réjection, c'est pas terrible en HF, il me faut 20 milliards d'opérations par seconde. Oui, ok, 20 milliards. Mais moi j'ai un super PC, c'est un Core i7, il est super. Je l'ai payé cher, donc il est super. Voilà, juste pour info, donc là des processeurs, donc un Core i7 bas de gamme, max 40 gigaflops. Donc là on a bouffé la moitié, juste pour écouter de la BLU. C'est dommage, ça fait cher la BLU. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, j'avais mis le prix, mais je l'ai enlevé parce que je ne suis pas sûr de ma source. Le processeur qui permettrait de le faire, là, un Core i7 machin, ça vaut plus de 1000 €. Donc on est en train de se dire que finalement, pour écouter 3 kg de bande, il nous faut un PC qui a un bus USB ultra rapide, un processeur ultra rapide, qui va donc nous coûter 2 ou 3 000 €, et qu'on aura donc, ce que je disais tout à l'heure en déconnant, une clé de 20 $. 20 €. Il y a un problème quand même. Petit souci. D'accord? Donc c'est en fait l'approche qui est là, c'est pas la bonne approche. Faire un FIR avec 5000 coefficients, ça marche pas. Enfin, ça marche. En temps réel, ça devient compliqué de le faire en temps réel. Donc c'est ce que j'ai mis ici en rigolant, c'est que donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok? Donc il va falloir trouver une autre solution. Alors en fait, évidemment, tout le monde s'est posé la question, et heureusement qu'il y a une réponse, sinon ça ne marcherait pas. Donc en fait, on revient à Nyquist de tout à l'heure. Moi, c'est 3 kHz qui m'intéresse. D'accord? Là, quand je fais mon filtrage, je garde, en fait, je vais me retrouver avec 3 kg de bande dans 2 millions de mesures par seconde. J'ai filtré, mais j'ai toujours mes échantillons. Ok? J'ai juste filtré, j'ai lissé. J'ai passé la lime. Je l'ai passé plein de fois avec un grain très fin. J'ai mis 5060 coups de lime pour obtenir 3 kg de bande. Mais j'ai toujours 2 millions de mesures. C'est un peu stupide. Parce qu'en fait, je me rends compte que
ben, j'ai 500 mesures par hertz, enfin par valeur intéressante, donc j'ai 500 fois trop. Donc finalement, si je voulais une Nyquist, je me retrouve avec 500 échantillons, enfin 499 de trop. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais les virer, je vais les jeter. Ok? Donc il y a un truc qui s'appelle la décimation. Alors décimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire massacrer la majorité, hein. On va se parler clairement. Donc je vais massacrer la majorité des échantillons. Ok? Puisque j'en ai 500 fois trop, j'en décime 499, je les tue, je les vire, et j'en garde plus. Je les décime. Donc l'idée, elle est toute simple, c'est de dire, je le divise par 2 à chaque fois. Donc je prends mes échantillons, au lieu de vouloir tout de suite passer à 3 kHz de bande, je prends mes 2 mégas, j'en prends 1 méga. Je divise par 2. Je jette la moitié des... J'ai 2 fois trop d'échantillons, donc je jette la moitié. Et donc j'ai divisé que par 2. Donc mon filtre, il est plus aussi compliqué que tout à l'heure, il est beaucoup plus court. Et je recommence. Diviser par 2, par 2, par 2, par 2, par 2, jusqu'à en avoir assez pour que ça passe. Donc finalement, au départ, donc là j'ai pris un exemple, dans mon soft, je prends 7 coefficients, puis 11, puis 43, puis 51. En fait, j'augmente le nombre de coefficients. Pourquoi? Parce que j'ai de moins en moins de débit, parce que j'ai jeté la majorité des échantillons. Au début, j'avais 2 millions d'échantillons, j'en ai plus qu'1 million, puis 500 000, puis 250 000, et ainsi de suite. Donc comme j'ai de moins en moins d'échantillons, je peux faire de plus en plus de calculs, parce que j'ai le temps. Donc l'astuce, elle est de faire les trucs dans le bon sens. Ça revient à cascader des filtres. Au lieu de faire un super filtre à cavité monstrueux en HF qu'il faudrait qu'il prenne la pièce, ben, je vais en cascader plusieurs, intelligemment construits, pour que je réduise le volume de calcul. Donc la mise au point de ce truc-là, c'est un art. Alors il y a un gars, je dis un gars, c'est pas gentil, mais donc, par exemple, il y en a un qui s'est vraiment posé la question de façon assez poussée. Donc c'est Youssef dans SDR Sharp qui a développé des algos, donc juste pour info. Il a fait pas mal de travaux là-dessus, où il a regardé comment enchaîner intelligemment les différentes étapes pour optimiser le nombre de calculs. Parce que en fait, l'approche directe, elle ne marche pas. D'accord? Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc il a proposé une technique qui a été utilisée, que moi j'ai réutilisée. Il y a aussi, j'ai oublié son call, mais le logiciel qui s'appelle GQRX, qui utilise la même technique, qui permet de cascader des étages de décimation par 2, avec des ordres de filtres bien précis, qui font qu'on arrive à le faire en temps réel, heureusement. Sinon ça voudrait dire que ça ne marcherait pas. Alors, il y a d'autres techniques, hein, mais celle-là c'est la plus simple. Ok? Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On fait des sous-bandes. Donc on cherche à cascader 7 étages successifs de calcul. On divise par 2 mégas, puis 1, puis 500, puis 250, puis 125, et ainsi de suite, jusqu'à revenir à une bande au-dessus de celle qui nous intéresse. Et là, on fait une file normale. Donc on cascade plein de trucs. Et donc ça va nous permettre de passer d'un nombre d'échantillons beaucoup plus faible. Donc le problème principal, ça va être de dimensionner ces différents étages avec le bon nombre de coefficients pour ne pas avoir de problème de repliement et pas avoir de problème de réjection, que ça continue à fonctionner. Je passe. Donc finalement, si on fait un petit résumé de ce qu'on s'est raconté, on a notre signal IQ qui rentre. Ce signal IQ, il va passer dans 2 branches en même temps. La première branche, c'est le waterfall. On fait l'affichage du spectre. Donc on affiche à l'écran, en faisant les transformés de Fourier rapides, ce qu'on voit. La deuxième branche, c'est des réductions en cascade. Pour arriver à trouver I et Q de la bande qui nous intéresse, on fait des formules très compliquées, on envoie à l'haut-parleur. D'accord? Un petit truc en passant, comme il y a 2 branches séparées, c'est 2 calculs séparés. Ils ne sont pas synchrones. Ils ne sont pas faits en même temps. L'ordinateur ne sait pas faire 2 choses en même temps. Il est multicœur, mais à un moment donné, il faut qu'il se cause. Donc des fois, vous avez le spectre qui s'affiche avant ou après l'audio. Donc de temps en temps, vous entendez, l'exemple le plus criant, c'est en télégraphie. Vous voyez le signal monter, puis vous entendez le bip. Vous voyez le bip, et vous entendez le bip, et vous ne voyez pas le signal. Alors il y a un petit décalage. Il peut venir du fait que le processeur, il n'arrive pas à suivre. La branche qui va dans le calcul du signal prend trop de temps par rapport à l'affichage. Donc ils sont désynchronisés l'un par rapport à l'autre. Est-ce que c'est clair? L'architecture générale du machin. D'accord? Donc finalement, bon ça je vais passer, on va pas détailler ça, sinon on va... Donc ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'on voit bien que la puissance de calcul qu'il va falloir mettre en œuvre pour faire nos traitements, elle est proportionnelle à la bande. Parce qu'on a vu que les calculs, c'est aller chercher des sous-bandes. Philosophiquement, on pourrait se dire que finalement c'est un peu stupide d'acheter des SDR avec des bandes de 100 mégas ou 200 mégas, parce que le QSO qu'on écoute, il fait jamais 3 kHz sur le fond. C'est de la provoque aussi. Le problème qu'on a, c'est que donc, plus on a de la bande, plus il va falloir faire du calcul. D'accord? Deuxièmement, le bus USB, qui est le truc qu'on utilise en général sur les matériels amateurs, c'est un facteur limitant.
Il ne faut pas oublier que prendre 10 mégas de bande avec un AirSpy par exemple, il faut qu'on ait une machine qui ait des bus USB, donc que la carte mère soit faite pour accepter ça. Donc ça, vous n'y pouvez rien, si vous voulez, suivant l'âge de la machine, ça peut ne pas fonctionner. Donc en résumé, vous ne soyez pas surpris qu'il y ait des trucs qui ne marchent pas sur Raspberry Pi. Hein, c'est toujours pareil, la puissance de calcul, je ne dis pas que c'est pas possible. C'est juste qu'on ne peut pas tout faire. D'accord? Parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait des opérations qui soient faites. Donc il va falloir faire des sacrifices. Oui. Comment on sait que l'AirSpy, maintenant, il ne le ferait pas avec l'USB 3? Alors pourquoi il ne le fait pas avec l'USB 3? Parce que oui, en fait, le problème, c'est que le protocole USB 3, il est différent du protocole USB 2, donc il faut un chip spécifique qui cause USB 3. Il n'est pas le même prix que celui qui cause USB 2. Donc après, c'est un problème de prix. Il y a certains SDR, par exemple, j'ai emmené là-bas le Blade RF, qui cause USB 3. Donc on peut passer 28 mégas de bande, par exemple. Mais après, ça ne vaut pas le même prix. C'est 2 fois plus cher. Et puis, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Bon, en gros, rappelez-vous que ça prend simplement la morale de l'histoire, c'est que c'est pas parce que c'est un micro-ordinateur qui coûte pas cher, ça coûte 50 € le Raspberry Pi, en gros, et que la clé elle coûte 20 €, pour 70 €, vous avez la même chose qu'un PC qui en vaut 2000. Non, ça ne marche pas. D'accord? Il faut que derrière ça calcule un peu. Ok, on a terminé sur les choses basiques. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous montre des trucs un peu plus exotiques? Non, je dis basique parce que je ne suis pas rentré dans le détail dans les questions. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements complémentaires ou des choses qui ne sont pas précises ou sur lesquelles vous voulez que je revienne? Ouais. Ah, sur les débits. En fait, il y a beaucoup de problèmes de signalisation. Pardon, oui, je reviens, je comprends ce que tu veux dire. Sur cette partie, on va y arriver. C'était il y a longtemps. Là, oui, sur celui-là. La différence entre les deux, une fois que les données elles sont arrivées dans le chip qui gère l'USB, il faut qu'il les pousse dans la mémoire. Et donc là, on rentre en ligne de compte la qualité du bus de la carte mère, des choix des composants. Donc si tu veux, il y a une partie qui est liée au protocole, même à la signalisation, parce que quand on te dit USB 2 c'est 480 mégabits, c'est mesuré sur le fil. Il passe 480 millions de bits par seconde. Mais ce qui arrive à la mémoire principale de l'ordinateur passe par tout un tas de... passe par l'OS, accessoirement. Je ne veux pas faire la guerre, ouvrir la guerre Linux Windows, mais c'est pas forcément géré de la même façon, on va dire ça comme ça. Donc à un moment donné, les données qui sont dans le composant électronique, il faut qu'ils les mettent quelque part. Donc à un moment donné, il faut qu'ils disent stop, j'ai besoin d'écrire. Et là, si on lui dit t'attends, ben trop tard. Voilà. Ok? Donc je continue. Donc là, on a parlé de traitement. Donc vous avez une bonne idée bien claire de comment ça marche un logiciel SDR. Bon, maintenant, on va parler de choses un peu plus exotiques, de trucs qui ne sont pas encore forcément sur l'étagère. J'avance. Ouais, hop, pardon, j'étais trop vite. Voilà, technique. Alors j'ai appelé avancé. Sous-entendu, pas forcément encore dans votre tiroir, mais j'ai aucun doute que ça le sera bientôt. Donc, mon premier truc, parce que c'est intéressant de se poser la question, le ICOM IC7300, j'ai mis volontairement une petite phrase de provoque. Ça, c'est la carte, le circuit électronique principal de l'ICOM IC7300. Alors, il n'y a pas le PA, il n'y a pas les amplis, il n'y a pas les machins, d'accord. C'est toute la partie réception. Les quartz, les self, les CV sont où? Il n'y en a pas. D'accord? Donc, si vous ouvrez, si je ne vous avais pas dit que c'était un IC7300, vous avez mis à côté une carte mère de switch réseau, en regardant les composants, c'est assez compliqué de se douter de ce que ça fait. En fait, évidemment, c'est comme c'est fait par logiciel, les composants sont des composants, sont des processeurs, des machins comme ça. D'accord? Alors, en fait, j'ai du mal à trouver des docs précis sur ce qu'il y a dedans, hein, donc j'ai peu d'infos. Alors, ce que j'ai trouvé, il y a en gros deux composants principaux qui sont là. Ça, c'est le DSP, qui est le processeur, on va dire. Ici, c'est le FPGA. Non, c'est au sens. Oui, je sais plus. Bref. Donc, il y a un FPGA. Vous savez ce que c'est le FPGA ou pas? Qui sait pas? Non? Ouais. C'est un réseau logique programmable. Donc, c'est un ensemble de fonctions logiques faites, des OU, des et, des XOR, des machins, et puis par logiciel, on vient interconnecter ces différents blocs tout faits. Donc, avec ces blocs logiques, on va faire des fonctions. En fait, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, des multiplications, des additions, des machins. Donc, la partie traitement
SDR, donc la partie qui fait le filtrage, qui fait la décimation, tout ça, c'est implémenté majoritairement dans le FPGA, ici. Alors pourquoi c'est fait comme ça? L'intérêt, c'est que le FPGA, comme c'est de la logique câblée, c'est beaucoup plus rapide. Une multiplication dans un réseau logique programmable, c'est des portes logiques. Donc le temps que ça va mettre à calculer, il est très court. Donc en fait, on va faire la majorité des opérations, enfin une première partie des opérations, dans le FPGA. Donc il y a un seul convertisseur de logique numérique, donc un atténuateur, un convertisseur de logique numérique, tout ça c'est du calcul. Donc en fait on va ramener ça à une fréquence intermédiaire numérique, et ensuite il y a le DSP qui est derrière, qui est lui un processeur de traitement du signal. Donc c'est pas un Pentium machin, mais c'est un Texas Instruments truc, mais c'est la même chose, qui va faire la démodulation BLU, la correction des graves et des aigus, dans la sous-bande qu'on a choisie. Donc en gros, on passe là de 60 mégas de bande par exemple, enfin en l'occurrence 120, à quelques kilohertz qui vont être traités par le DSP. D'accord ? Et tout le calcul est fait dans le FPGA. Donc tout est fait en numérique, dans un réseau logique programmable. D'accord. Alors est-ce que c'est un bon choix? Je dis comme ça, c'est pas forcément facile de répondre. Le problème, c'est qu'il y a un ADC donc, en entrée. Donc, déjà, il faut faire gaffe au nombre de bits. Je n'ai pas regardé combien il y en avait réellement. Il serait intéressant de regarder la doc du fabricant. Alors, c'est un truc linéaire technologie, je ne sais pas quoi, mais j'ai pas regardé. Évidemment, il faut faire extrêmement attention au filtrage en amont, parce que si ça replie, on a n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire attention. Il n'y a pas beaucoup de filtres. Hein. Alors, il y a un roughing filter machin avant, mais il faut qu'il soit vraiment sélectif. Parce que si on a laissé rentrer, par exemple, vous habitez à proximité d'un émetteur FM, par repliement, vous pouvez vous retrouver avec des stations FM qui rentrent à proximité d'une tour de contrôle. On peut avoir des problèmes. Donc attention au repliement. Et puis, alors, vu d'un autre point de vue, il y a deux choses dont on ne parle jamais, mais la mise à jour du firmware, autant un logiciel, on s'est planté, on a un bug, on corrige une ligne en code C, on recompile, ça va bien. Dans un FPGA, l'exercice est un peu plus compliqué. Donc ça veut dire que s'il y a des trucs qui ne sont pas bien faits, il ne faut pas espérer avoir une mise à jour du firmware la semaine d'après. Parce que le temps de développement du FPGA, c'est un autre métier. Et un autre truc qui est beaucoup plus embêtant à mon avis, donc là, mais ne l'ayant pas vu fonctionner, je ne voudrais pas dire que ça ne marche pas, c'est que un processeur, un Core i7 par exemple, fait des calculs en virgule flottante. Okay. Vous ne savez pas ce que c'est, je ne vais pas détailler. En gros, on a une certaine résolution, après un certain nombre de chiffres après la virgule. D'accord ? Avec une profondeur variable, on va dire. Quand on fait des calculs dans un FPGA, c'est des réseaux logiques en dur, c'est des portes des OU, des portes simples. Dans certains FPGA, les calculs sont arrondis, enfin sont tronqués, à un nombre de décimales fixé. Donc notamment, ça pose des problèmes. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, hein, je ne veux pas avoir de... J'attire simplement votre attention. C'est que notamment, les fonctions qui génèrent les OL, donc les sinus et les cosinus qu'on utilise pour faire le mixage, générer un signal périodique super propre avec des trucs à virgule fixe, généralement ça fait apparaître des bizarroïdes, des bizarreries. Donc on peut avoir des fantômes, enfin des signaux fantômes qui apparaissent, qui sont liés à des erreurs de calcul, du fait qu'il n'y a pas assez de précision dans le calcul. Je ne dis pas que c'est le cas, j'ai pas regardé. Donc simplement, alors pourquoi ils ont fait ça? L'intérêt c'est qu'à coût réduit, un FPGA ça coûte pas cher, comparativement à un PC et de cause. Finalement certains FPGA valent une fortune. Mais grosso modo, à puissance équivalente, on arrive à avoir des trucs qui sont pas chers. Et puis surtout, on les fabrique en série. Il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de BIOS, il n'y a pas d'OS, il n'y a pas tous ces trucs qui peuvent nous mettre la pagaille. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire une carte comme ça, injecter sur un conducteur qui va bien le firmware qui va dans le FPGA, et on a un machin qui démarre sans l'écran bleu, de la mort. Voilà. Donc c'est plus facile à produire en volume, on va dire. On a des gros trous, c'est plus simple. Donc je n'ai pas d'avis sur le fond du truc, je ne l'ai pas vu fonctionner. Hein. Simplement, il y a pour moi un point d'attention, c'est le risque qu'il y ait des signaux un peu bizarres, et le risque que le comportement du récepteur en présence de signaux forts. Oui. Sur le bloc diagramme du page précédent, on ne voit pas de filtre de réjection à l'entrée. Et j'ai pas d'infos dessus. Je sais pas. Je pense qu'il y en a, mais je sais pas. Alors, en fait, oui, il y en a un, ils utilisent les filtres qui sont utilisés à l'émission. Oui. En fait, comme c'est aussi un émetteur récepteur, ils utilisent la partie du filtre qui servira à faire le passe-bas du PA pour faire le pseudo-filtrage de la partie RF. Peut-être que ça suffit. Je sais pas. Ouais, c'est pas les jours de contest. Ça suffit pas les jours de contest.
Alors, bon, je ne m'étendrai pas plus sur le 7300. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est échantillonnage direct, donc un seul ADC. Donc le fait qu'il n'y en ait qu'un seul, il faut évidemment pédaler